Bienvenue à tous, ravis de vous retrouver pour une nouvelle saison de votre émission Santé sur Canal Algérie. Nous nous retrouvons ce soir pour parler d'actualité sanitaire et de vaccination anti-Covid. Depuis le lancement de cette dernière en janvier, 9 millions d'Algériens à peu près se sont fait vacciner. Un chiffre très insuffisant devant les 70% ciblés d'ici la fin de l'année par les autorités. Un retard expliqué en tout cas par l'indisponibilité des vaccins au tout début de la campagne, mais aussi par un manque d'adhésion de la part de la population. Nous sommes toujours en plein semaine, ou plutôt quinzaine vaccinale, dont l'objectif est de vacciner un maximum de personnes et en même temps avec d'énormes moyens et une disponibilité garantie des vaccins. Reste donc à vous convaincre, vous, les réticents, qui avez du mal à faire le choix ou à faire le saut de la vaccination. Je compte sur vous d'ailleurs, messieurs. Ce soir, en principe, vous n'aurez pas de mal à transmettre ce qui fait de vous une personne ou des personnes qui défendent la vaccination comme une véritable arme de santé publique. Et j'ai le grand plaisir de recevoir ce soir justement pour essayer de vous convaincre, comme je le disais à l'instant, le professeur Sanhadji Kamel. Vous êtes président, vous êtes virologue, vous êtes également président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Bienvenue. Bonsoir. Et j'ai également l'énorme plaisir de vous recevoir, professeur Riyad Mahiaoui. Vous êtes membre du comité scientifique de suivi de la pandémie. Vous êtes également spécialiste en réanimation. Bienvenue. Bonsoir et merci encore une fois pour l'invitation. Ravi de vous retrouver. Vous pouvez penser que c'est une thématique récurrente, mais c'est la thématique de l'heure en tout cas. On ne peut pas passer à côté. 1 million de personnes à peu près ont été vaccinées entre le 4 et le 9 septembre, en 5 jours à peu près, 1 million de personnes, j'y arrive, ont été donc vaccinées. C'est pas mal, professeur Mahiaoui. Ben effectivement, on ne demandait pas plus. Je veux dire qu'on a été optimiste, on a visé sur l'adhésion totale de la population et des citoyens, d'autant plus que le vaccin est parti dans les quartiers, dans les maisons, chez le citoyen. Je veux dire, c'est dans des bus conviviales, festives, médiatisées. Des équipes étaient là en nombre suffisant. Les bus étaient colorés aux couleurs du Covid et donc je pense que honnêtement, au jour d'aujourd'hui, le bilan va être fait un peu plus tard, bien entendu, durant cette espèce de campagne. À la fin de la deuxième semaine. Boostée, une espèce de téléthon où on était même décidé à afficher les chiffres au jour le jour. Puis on a dit bon, il vaut mieux ne pas laisser à la fin. On fait quand même un chiffre total de la vaccination. Et au bout de 4 jours, le premier jour, il y avait 280 000 en une journée, alors qu'on n'est jamais arrivé à 280 000 vaccinés en une journée, et c'était un gage d'optimisme. Donc ça s'est bien passé, ça se passe encore bien. Il y a un petit flottement, c'est tout à fait normal, mais je pense que c'est très très positif et c'est optimiste pour l'avenir. Oui. Professeur Sanhadji, quel est le point fort justement de cette campagne vaccinale? Comment a-t-on fait pour arriver à ce chiffre alors qu'on patinait pendant des mois? En réalité, ce n'est que tout récemment que la vraie campagne a commencé. Oui. Avec je disais en prélude d'ailleurs qu'au départ il n'y avait pas la disponibilité des vaccins. Voilà, c'était un peu... on a essayé petite dose, etc. Mais ce n'est que maintenant. Maintenant, c'est beaucoup plus intéressant. Ça aurait été mieux si on avait vacciné, si on avait les doses un peu avant, parce que le but, en fait, c'est de protéger, etc. C'est que vous vaccinez aujourd'hui, le résultat, vous l'avez dans 2 mois. Oui. Dans 6 semaines au moins, 6 à 8 semaines, vous avez la montée d'anticorps, etc. La vraie immunisation. Donc, et là, c'est vrai, c'est un dilemme. C'est une course avec un virus. C'est une course contre la 4e vague, éventuellement. Bon, c'est sûr que là maintenant, même s'il y aura une 4e vague, vraisemblablement, mais elle sera inévitablement, mais elle sera un peu plus ou moins bien amortie, parce que en même temps on est en train de monter en charge par rapport à la vaccination.
parce que l'automne, etc., le cycle viral, on voit que ça fait pratiquement 2 tours maintenant, 2 ans, quoi. Donc on voit à peu près le schéma donc le virus qui revient un petit peu de la même manière, avec des soubresauts, avec ce qu'on appelle vagues plus ou moins importantes. Et c'est sûr que ce fichu, passez-moi le terme, de la souche Delta, est venu un petit peu perturber les choses, parce que, même pour la vaccination, on a tablé sur une population cible de 20 millions pour atteindre l'immunité collective, etc. Mais on s'est basé sur un virus alpha, donc qui avait un taux de reproduction entre 1 et 3. Effectivement, le calcul avait donné qu'il fallait vacciner 20 millions. Mais maintenant... Vous n'avez pas répondu à ma question, hein, professeur Senadji. Je disais quel est le point fort en fait de cette campagne, parce que en même pas une semaine, en 5 jours, on est parvenu à vacciner quand même 1 million de personnes. Ça, c'est très important. Peut-être que on n'était pas allé, justement, professeur Mahiaoui, on a touché un mot, on n'était pas allé vers les populations. On l'a pas fait. Oui, la proximité. Oui. Mais même si on a vacciné 1 million de personnes, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Non, je ne dis pas que c'est suffisant, mais il faudrait justement, après l'enjeu aujourd'hui, et de garder cette cadence. Absolument, donc il faut même en faire plus, parce qu'on a vu où un pays, l'Inde un jour a vacciné plus de 9 millions de personnes dans la journée. C'est sûr, c'est l'Inde. Un peu plus d'1 milliard en même temps. Hein. Oui, bien sûr, toute proportion gardée. C'est proportionnel, absolument. Oui, toute proportion gardée. Mais il faudrait vacciner encore plus. Même, je dirais, nuit et jour. Hein. Il va falloir peut-être faire des vaccinations sur les parkings de supermarchés, etc., mettre des tonnelles, etc., pour pouvoir vacciner les personnes. Toucher tout le monde. Pour pouvoir toucher tout le monde. Oui. Professeur Mahiaoui, aujourd'hui, la vaccination, il est clair, hein, elle est présentée comme étant la meilleure arme, j'ai envie de dire, contre la Covid, voire la seule. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, heureusement qu'elle existe et qu'elle a été élaborée en peu de temps, en moins de 8 mois, alors qu'il faut savoir que pour élaborer un vaccin, il faut plusieurs années. Dans le cas de l'urgence, même l'homologation de ces vaccins a été faite dans le cas de l'urgence. Il y a certains pays qui ont homologué leurs propres vaccins sans passer par les instances internationales. Donc c'est devenu, c'est le salut de l'humanité, je peux dire. Parce que là, il faut parler aussi, entre parenthèses, de la vaccination planétaire. Un seul pays ne peut pas lui seul être vacciné à 100%, alors que d'autres pays. C'est pour ça que l'OMS parle d'équité de distribution de vaccins. Même cette histoire de 3e dose qui a été très critiquée, où il y a eu beaucoup de... Ils disent, au lieu de donner une 3e dose à un pays très riche, donner la dose à un pays plus ou moins pauvre. Donc c'est un salut, bien entendu. Et excusez-moi, Sarah, je précise que la vaccination est le seul salut. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit continuer à appliquer les mesures barrières. C'est très important. Il faut pas. C'est pas aujourd'hui qu'on sera sauvé grâce à la vaccination. Exactement. Oui. Il faut à chaque fois le préciser parce que on a tendance à dire qu'une fois qu'on est vacciné, pendant le vaccin, on peut. Non, le vaccin c'est le salut, c'est clair, et ça a été prouvé dans beaucoup de pays, mais reste encore à appliquer. On ne sait pas jusqu'à quand les mesures barrières qu'il faut réellement ne pas oublier et les mettre comme les 2 piliers de la lutte contre la Covid, la vaccination en masse pour aller une course contre la montre et contre l'évolution du virus, et une course aussi contre l'émergence de nouveaux variants. Absolument. Parce que plus on est rapide, plus... voilà. Oui. Donc je pense que le salut... Comment faire justement pour garder cette cadence, on en parlait à l'instant avec le professeur Senadji. Il est très important parce que c'est bien de se féliciter d'avoir atteint 1 million de vaccinés pendant une semaine ou un peu moins. Comment faire aujourd'hui, parce qu'on parle de 2 semaines de cette campagne nationale de vaccination qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Comment faire pour maintenir cette cadence, parce que ça aussi c'est très important. Effectivement, on a fait. On va maintenir les mêmes moyens, par exemple, parce que ce sont quand même de gros moyens qu'on a sortis pour cette campagne. Avant, le préalable, c'était l'acquisition de vaccins.
Maintenant que les vaccins vont être produits localement, vont être produits localement très bientôt, et il y a quand même des acquisitions jusqu'à 18 millions de vaccins qui sont prêts à être utilisés. Donc allons-y gaiement à utiliser tous ces vaccins et comme l'a dit M. Saladi, à élargir au grand maximum. On a parlé de magasins, de centres commerciaux, de parkings. On avait même prévu des espèces de drive sur les autoroutes, mais comme on a vu que c'était un peu, ça va gêner la circulation, c'est un peu dangereux au plan sécuritaire. Donc tout est en train d'être mis en place. Mais la balle est chez le citoyen. Le citoyen, il doit venir se faire vacciner en masse. Avant, c'était un peu compliqué. Il fallait s'inscrire sur une plateforme ou la Sadrob el-Ma'rifa. Il faut connaître des gens, etc. Maintenant, c'est ouvert et les vaccins sont là. Il faut aller se vacciner. Pour vous dire que, comme l'a dit monsieur Slanji, on est à la veille éventualité d'une 4e vague. Il faut qu'on soit prêt. Absolument. Il faut qu'on booste un peu l'immunité au maximum pour se préparer, pour limiter. J'espère qu'on n'essuiera pas une vague comme la 3e qui a été réellement éprouvante. Virulente, absolument. Justement, puisqu'on parle de vagues, alors est-ce qu'on est de mauvais élèves, j'ai envie de dire, nous les Algériens, parce que quand même, on a eu une 3e vague très agressive, qui a apporté, qui a fait en sorte que beaucoup de gens aillent se faire vacciner. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les Algériens vont se faire vacciner ou au contraire, on va oublier, on est de mauvais élèves, finalement? Je vais vous dire une chose, je crois qu'on a intérêt à se faire vacciner. Pourquoi? Parce que vous avez bien vu le variant Delta avec sa vitesse de propagation, etc. On va... Voilà, c'est un variant prévalent. Oui, il faut avoir peur de ça et on a peur du virus. De toute façon, c'est que c'est sûr que c'est un peu plus délicat pour les franges de la population vulnérables, maladies chroniques, etc. Mais pour lambda, pour tout le reste de la population normale, donc on a intérêt à être même infecté et faire un Covid tout à fait normal, léger. Et puis c'est la meilleure des immunisations. En fait, le problème, donc je dirais, infecté pour infecter, il vaut mieux que je sois infecté par une vaccination, une infection artificielle, que d'être infecté par la voie, la contamination naturelle et que je sois dans la frange de la population vulnérable. Oui. C'est ça qu'il faut voir. Justement, professeur Senhadji a parlé particulièrement des personnes peut-être fragiles, des populations fragiles ou populations vulnérables qui ont des maladies sous-jacentes. Mais la particularité justement de cette vague qui a été marquée par un taux de mortalité assez important, a touché également même les personnes saines sans antécédents. Vous êtes réanimateur, vous pouvez le confirmer. On le confirme et tout le monde le confirme à travers le monde. Ce virus Delta est venu compliquer, rajouter un peu plus de piment à cette pandémie et à compliquer les choses. Et après, avant, on avait peur pour les personnes âgées, les personnes à morbidité, les personnes à immunité basse. Et là, même les jeunes sont touchés. Et je rajouterai encore un chiffre qui est alarmant. Oui. Et en réanimation, dans les services de réa, pratiquement, et même en hospitalisation, 90% des patients qui sont hospitalisés et qui sont partis en forme grave, et parmi eux beaucoup de décès, ils étaient non vaccinés. Oui. Donc preuve que il n'y a pas de photo, le virus évolue. Soit on a l'immunité acquise par le... Peut-être qu'il faut le dire autrement, professeur Mahiaoui, pour expliquer aux gens. L'idée est de dire que parmi les personnes admises en réanimation, la proportion des personnes vaccinées est quasiment nulle. Pratiquement. Et ça, c'est ça qui nous a fait peur. On a vu des patients de 80 ans, 82 ans, 83 ans, non vaccinés. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, nous, quand on était jeunes, c'est nos parents qui nous ont emmenés faire des vaccins. Maintenant, c'est à notre tour d'emmener nos parents et nos grands-parents à se faire vacciner. Et ça, il faut vraiment une prise de conscience. C'est du bon sens. Il faut réellement aller se faire vacciner pour éviter l'hospitalisation et la forme grave et
le décès. Donc c'est très important de faire passer ce message que la plupart des personnes, d'ailleurs, à travers le monde, vous voyez le spot qui tourne sur les chaînes, 8 personnes sur 10 admises c'est non vaccinées. C'est pareil chez nous. Et ça touche les plus jeunes. Et ça donne des séquelles. Il y a des gens, une année après, n'ont pas encore repris. C'est plus comme l'avant-Covid, n'est plus comme après-Covid. Donc c'est très important de se préserver. Il est établi aujourd'hui qu'on est fragilisé après avoir fait un Covid. Absolument. Professeur Senhadji, justement, j'aimerais vous faire réagir sur ce point. Il est très important à mon avis, celui de dire que même les jeunes, parce que parfois on a tendance à dire oui, les populations vulnérables, allez-y vous faire vacciner, mais aujourd'hui tout le monde, l'enjeu concerne tout le monde. Tout le monde doit se faire vacciner parce que le Delta c'est-à-dire on a vu des formes graves même chez les plus jeunes et les personnes saines. Oui, oui, absolument. Donc c'est un petit peu maintenant, tout le monde est un peu cible de ce virus, en particulier le variant Delta. Mais c'est sûr que, je vais vous dire, il y aura plus tard des vaccins beaucoup plus intéressants qui vont empêcher ce phénomène de mutation non, pas de mutation, oui. de personnes qui sont, même si elles sont vaccinées, même si elles sont asymptomatiques, etc., et qui transmettent le virus. Même si on est vacciné et qu'on soit contaminé, on peut transmettre le virus. Parce que ce n'est pas l'idéal maintenant, parce que c'est beaucoup plus pratique d'avoir... Ce qu'on appelle une immunité stérile. Stérilisante. Oui. Voilà, stérilisante. Mais actuellement, on n'utilise pas la méthode qui permet d'avoir une immunité stérilisante. On utilise les vaccins par voie intramusculaire ou sous-cutanée qui va injecter le vaccin à l'intérieur de l'organisme, qui va faire réagir l'immunité globale, systémique. Mais elle ne va pas protéger les endroits qui sont des endroits d'élection et qui sont fréquentés par le virus. Ce sont les voies supérieures respiratoires. C'est par là, c'est par ces voies que le virus pénètre. Donc, ce qu'il va falloir dans les prochaines technologies vaccinales, c'est de vacciner par la voie des muqueuses, par la voie nasale. On va mimer en quelque sorte ce qui se passe naturellement quand on s'infecte, c'est d'injecter un vaccin par la voie. C'est un peu plus compliqué à produire. Il y en a quelques vaccins qui sont connus, mais ils ne sont pas nombreux, qu'on utilise par la voie nasale, par ce qu'on appelle par les muqueuses, parce que ça va vous développer une immunité locale et ça va permettre, donc locale, et puis après elle sera systémique. Hein. Oui. Et par voie de conséquence, même si vous vous réinfectez, vous allez éliminer le virus aussitôt. Oui. Parce que vous avez une unité locale, une unité des muqueuses, et que vous avez stérilisé le virus. On n'en est pas encore là, malheureusement. Oui. Hein, malheureusement, aujourd'hui, on a déjà du mal à convaincre la population de se faire vacciner par un vaccin classique, hein, qui est aujourd'hui disponible justement chez nous. Alors l'enjeu dans cette vaccination aussi, c'est de gagner en adhésion, j'ai envie de dire, par rapport à la population, et puis, c'est-à-dire vacciner un maximum de population, et en même temps, c'est ça qui est important, hein, n'est-ce pas, professeur Mahiaoui? Effectivement, honnêtement, je pense que tout a été dit, tout a été expliqué. Ça fait 2 ans depuis l'avènement du vaccin, etc. Il faut croire qu'il y a encore des gens qui hésitent. C'est pour ça qu'on en parle toujours. Oui, hein. Même dans le corps soignant, même les personnels de la santé. Vous avez même dans les pays les plus modernes, où alors on les oblige, où ils sont virés, ils veulent pas se faire vacciner, ils préfèrent perdre leur poste. Il y a des restaurateurs qui préfèrent fermer leur truc, appliquer le pass. Oui. Donc il y a des réticences un peu, des antivax, ça existe partout. Mais je pense que c'est pas la majorité. Et même chez nous, honnêtement, depuis, bien entendu, l'avènement de ce variant Delta qui a fait peur, parce qu'on voyait les gens se balader avec des obus d'oxygène, des concentrateurs McFauch, l'oxygène, pas d'hospitalisation. Les gens avaient réellement avaient peur, donc ça a boosté un peu cette vaccination. Et tout le monde s'est précipité à l'avènement des premiers chapiteaux. Vous vous rappelez, les premiers chapiteaux à El Kitani, à Bab el Oued, ils étaient pleins au premier jour, parce que les gens ont peur. Et c'est cette peur
faudra peut-être entretenir. Alimenter. Parce qu'une fois que les chiffres maintenant commencent à être réellement confortables, il ne faut surtout pas... Les gens se relâchent. Il ne faut surtout pas se relâcher. Même nous, on ne doit pas se relâcher. Même les autorités. Est-ce qu'on communique mal finalement, professeur Mahiaoui? On communique pas mal, mais on n'a pas... Est-ce qu'il faut alarmer? Voilà, on nous a critiqué, on nous a dit vous faites peur aux gens, arrêtez de... Mais peut-être que la peur gagne un peu et là peut te donner une espèce de motivation. Quand on voit les malades, qui en Algérie n'a pas eu autour de lui des malades et des décès et des complications? Qui autour de nous qui n'a pas intervenu pour chercher une place ou trouver un obus d'oxygène? Qui Et tout ça fait que... Non, et puis il faut rappeler aussi qu'on n'est pas à l'abri de prochaines vagues et que ce même scénario, si on ne prend pas les choses suffisamment à l'avance, ce même scénario risque de se répéter. C'est ça qu'il faut rappeler aux gens, peut-être pour qu'ils n'oublient pas. Juste pour rajouter un peu, il ne faut pas oublier de continuer à tester les gens, à faire les enquêtes épidémiologiques, de continuer à travailler sur le terrain. À chaque fois qu'il y a un cluster, il faut fermer. À chaque fois qu'il y a il faut tester. Donc, vous voyez, donc on part que sur le vaccin et le basique, qui est réellement les piliers de cette lutte contre la Covid-19, il faut essayer peut-être de recommuniquer sur ces problèmes-là. Absolument. Professeur Senadji, vous qui êtes à la tête justement d'un organisme de veille, qu'est-ce qui se fait à votre niveau? Est-ce qu'il y a une riposte qui se prépare, par exemple? Oui, nous avons mis des dispositifs immédiats par rapport à cette pandémie, qui est par exemple celle de la recherche de cluster, parce que vous ne pouvez pas aller forcer les gens à se faire tester. L'agence, par exemple, est en train de mettre en place un système de recherche et de détection du virus du Covid, hein, dans les eaux usées. Dans les eaux usées, parce que les communes, les quartiers, etc., donc, ils ont leur rejet, leurs eaux, etc. Les gens, donc, quand ils fréquentent leur sanitaire, ils vont produire des virus. Donc, et là, en recherchant dans les circuits des eaux usées, en ayant des plans, etc., des quartiers, etc., nous pouvons savoir si certains endroits sont effectivement à l'origine. Oui, bien sûr. Et puis, ce qui est intéressant... Est-ce qu'on a une idée justement des clusters? Et justement, on est en train de le mettre en place. C'est un peu plus compliqué par rapport au plan, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que la recherche des clusters et du virus, sa détection, sa recherche dans les eaux usées, et vous permet de détecter l'arrivée du virus 5 à 10 jours avant que le cluster n'éclate. Donc c'est intéressant pour pouvoir tracer, retrouver, essayer de prendre en charge certains endroits qui sont des foyers. Et ce sera pour quand, professeur Senadji? Écoutez, je pense que profit, justement d'ici la fin de l'année, donc d'ici 2-3 mois, ce sera mis en place. Hein. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, professeur Mahiaoui, puisque professeur Senadji parle des clusters, est-ce qu'on a une idée des endroits où où on contracte le virus le plus? Des clusters? Écoutez, je pense que les endroits où on contracte le plus le virus, c'est les endroits où il y a des regroupements de personnes, dans les endroits clos, les rassemblements familiaux, encore une fois, on revient. Les entreprises aussi, les institutions. Bien sûr, c'est là où... Parce que peut-être que je pose cette question, parce que là, quand on parle de vaccination, peut-être que ce sont là les endroits qu'il faudra cibler aussi en vaccinant. Mais c'est fait. Oui. Je pense que vous êtes au courant que toutes les administrations, les entreprises, tout le monde s'est mis à vacciner
site même. Et de là va naître une espèce de solidarité vaccinale dans les endroits. Et je pense qu'il faut le faire même dans les hôpitaux, dans les centres de santé, où ne rentrera ici à la radio ou à la télévision que les gens qui seront vaccinés. Parce que on peut pas ne penser qu'à soi. Moi, je ne me vaccine pas, je suis un anti-vax. Mais les autres, je peux les contaminer. Pour le moment, c'est volontaire. Hein. Oui, non, mais ça reste volontaire. Mais après, comme dans tous les pays du monde, ça sera une assurance vie. Si vous voulez travailler dans un endroit ou dans une entreprise qui génère des richesses ou un truc de sensibilité, etc. Il faut être clean, avoir son vaccin et tout. Donc je pense qu'on y va doucement, doucement vers l'installation de la vaccination, on dirait... pas obligatoire, mais très recommandé dans les endroits où, ici, à la télévision... Là, il faudrait qu'on arrive quand même à un stade assez avancé de la vaccination de masse. Mais il faut passer par ces étapes, même si on est un peu en retard, si on est au début de la vaccination, t'es poussif, 50 000 doses, 25 000 personnes. Et je rappelle que la vraie vaccination a commencé au mois de juin, au moment où on a commencé à avoir des millions de doses. Mais là, je pense que, honnêtement, je me sentirais mal au boulot si tout le monde est vacciné et moi je ne serais pas vacciné. Donc ça va me pousser à me faire vacciner. Donc c'est ça qu'il faut, je veux dire, encourager et motiver, d'être vacciné dans les endroits où il y a du monde, où on est en contact avec le grand public, etc. Donc, je pense qu'il y a encore du boulot à faire, il y a encore de la com à faire, il y a encore de la sensibilisation à faire pour prendre conscience que ce n'est pas un jeu, c'est pas que tu veux ou que tu veux pas, c'est que réellement c'est nécessaire. Oui, on est à la veille de la rentrée, de la rentrée scolaire notamment, la rentrée sociale d'une manière générale. Vous avez parlé de la vaccination justement au niveau des institutions. Il y a eu une opération qui a été lancée pour la vaccination du corps éducatif, des enseignants particulièrement. Est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Absolument. Est-ce que c'est encourageant? La campagne a commencé exactement le 22 août. On a ciblé les 800 000 enseignants, administrateurs dans le ministère de l'Éducation. Et je pense que même le report de la rentrée a été fait pour permettre de vacciner la majorité, et bien entendu, le 22 août... Il y a eu une adhésion de la part... Il y a eu une adhésion, et bien entendu, c'était la période de congé, la période de vacances, les gens n'étaient pas à leur poste. Donc il y a toujours des éléments freinateurs de cette campagne vaccinale, mais le ministre de l'Éducation s'est engagé lui-même, avec tout son staff, en collaboration avec la prévention du ministère de la Santé, pour qu'à la rentrée, tous ces gens-là soient vaccinés. Oui. Qu'est-ce qu'on doit craindre, justement, s'il n'y a pas adhésion ou s'il y a un flottement à la veille de la rentrée? Non, mais je pense qu'on n'a pas le droit de mettre en danger la santé d'autrui. Mais ce système de vaccination intégré pour chaque corporation, les policiers, les pompiers, les enseignants, etc., c'est beaucoup plus intéressant. Parce que déjà, c'est intégré dans l'institution qui va procéder à vacciner son personnel, ce sera fait dans des conditions intéressantes de confort, et puis d'entraînement, etc. Moi, je pense que c'est ça qui va additionner, qui va s'additionner, qui va faire un total beaucoup plus intéressant que d'aller, bien sûr, on va faire les chapiteaux, les vaccinodromes, etc., pour les passages, etc. Mais c'est ce total qui va être intéressant. Vous allez voir, quand on va mettre ce sont les petits ruisseaux qui vont faire les grandes rivières. Donc quand on va additionner tout ça, et ce sera beaucoup plus confortable pour et le département de la santé qui déploie des efforts et des moyens colossaux, parce qu'il faut vacciner partout, il faut mobiliser, etc. Et ce sera une charge en moins que de la faire par des organismes. Sonatrach, Sonelgaz, pompiers, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Oui, absolument. Alors c'est une question un peu technique, Professeur Senhadji. Alors beaucoup de monde a été affecté pendant la troisième vague. On le disait tout à l'heure, elle a été particulièrement virulente, beaucoup plus en tout cas que la première et la deuxième. Aujourd'hui, ces gens-là qui ont été affectés doivent attendre quand même pour se faire vacciner. Est-ce que cela n'est pas un frein aussi pour l'avancement de cette opération vaccinale? Si on pense qu'une grande partie de la population a été affectée pendant cette vague, est-ce que cela ne peut pas entraver un peu l'avancement de cette vaccination?
Je pense que la proportion, on aura toujours du monde à vacciner, donc même fondamentalement, ce n'est pas vraiment obligatoire sur le plan médical et scientifique d'attendre vraiment un couperet de 3 mois pour se faire vacciner, parce que vous pouvez être vacciné et puis être contaminé juste après, sans pour autant que vous mettiez en danger. Donc, ça permet de gérer la campagne de vaccination. Donc, quand on a fait une infection... on est obligé d'attendre quand même quand on fait une infection. Oui, on attend. C'est ce qu'on dit en tout cas dans les médias, c'est ce qu'on n'arrête pas de répéter. Oui, mais fondamentalement, ce n'est pas très très important. Même si vous le faites avant 3 mois, ça ne pose pas de problème. Hein. D'accord. Voilà. Pourquoi alors il faut attendre 3 mois? Pourquoi les médecins qu'on voit qui passent dans les télévisions, dans les chaînes ou la radio ou la presse écrite n'arrêtent pas de le répéter? Non, vous savez, parce que la réponse immunitaire, donc elle est optimale. Elle monte, et c'est au bout de 3 mois qu'elle arrive à un plateau pour que ces fameux anticorps de classe IgG permettent de maintenir une immunité plus durable. Oui. Donc c'est à partir de 3 mois qu'on a le plateau. Mais avant ces 3 mois... il n'y a aucun risque. Non, mais il n'y a pas de risque. Hein. D'accord. Il n'y a pas du tout de risque de le faire un petit peu avant oui. 3 mois, ça pose aucun problème. Je reste un peu sur l'immunité acquise avec vous, si vous permettez, professeur Senhadji. Parce que c'est une question qui a été posée par beaucoup de monde. Quand on a une infection, quelle est la différence entre une immunité acquise après une infection à la Covid et une immunité acquise après un vaccin? Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Est-ce qu'on peut mesurer les anticorps qu'on a après justement une vaccination ou une infection à la Covid? On ne peut pas savoir si les anticorps viennent d'une infection naturelle ou d'un vaccin. L'anticorps, c'est le même. Mais je dirais c'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus efficace d'avoir été contaminé naturellement et d'avoir développé une réponse immunitaire par rapport à une vaccination. Je vais dire pourquoi. Parce que quand on s'infecte naturellement... Moi, j'ai entendu un peu le contraire. Hein, non, on s'infecte... Je vais vous dire ce que j'ai entendu. Oui. Terminé. On s'infecte avec une particule virale dans sa totalité. Donc il n'y a pas que les vaccins actuellement, ils utilisent cette protéine spike. Oui. C'est une clé utilisée par le virus pour entrer dans la cellule. C'est sûr que c'est la cible la plus intéressante, mais le virus, il a d'autres antigènes autres que la spike. Quand vous vous infectez naturellement, vous allez développer les anticorps contre la spike et contre les autres protéines, contre les antigènes du virus. Ce qui fait que vous allez acquérir une immunité de base qui est beaucoup plus large et qui va même vous permettre, je vais vous dire, de mieux vous défendre contre des variants. Il y a d'autres scientifiques qui vous diront, après, bon, il y a beaucoup de vérités et de contre-vérités, et justement, c'est ça qui rend peut-être les gens un peu réticents. Il y a d'autres chercheurs qui vous diront que l'immunité acquise grâce à un vaccin, elle permettrait de couvrir plusieurs variants, alors que lorsqu'on est immunisé, une immunité naturelle, c'est uniquement contre le variant qu'on a contracté. Non, dans le vaccin, on va vous injecter une molécule, la spike. Mais aujourd'hui, l'efficacité des vaccins est prouvée contre tous les variants, en tout cas. Oui, bien sûr. Parce que la mutation n'est pas tellement importante. Elle ne va pas gréver complètement cette molécule spike pour la rendre non sensible à la vaccination. Mais quand vous avez des anticorps naturellement acquis, même s'il y a un variant, même si vous n'allez pas l'attraper sur la partie qui a muté, vous avez d'autres anticorps qui sont dirigés contre les autres parties de ce variant, qui sont communes aux autres souches. Donc vous allez être mieux résistant qu'en ayant une infection naturelle
que par rapport à quelqu'un qui a été vacciné seulement avec la spike, et que cette spike, parce que vous avez produit des anticorps que contre la spike, et la spike malheureusement elle a muté. D'accord, une autre question, professeur Snedj, une autre question aussi qui est posée par beaucoup de monde, beaucoup de nos téléspectateurs. Alors si une personne est vaccinée une première dose, c'est arrivé à beaucoup de monde, et qui contracte la Covid-19, est-ce qu'il faudrait faire la deuxième dose ou pas? Écoutez, je peux dire même, bon, ce qui se passe souvent, c'est l'inverse, c'est d'avoir été infecté. Aujourd'hui, on appelle tout le monde à se faire vacciner, même ceux qui ont contracté la Covid. Oui, oui, on peut, mais dans ce cas, on peut se faire vacciner qu'avec une seule dose. C'est largement suffisant. C'est ce qui se fait souvent dans certains pays, c'est que dans certains pays, on parle même d'une troisième dose. Oui, non, mais ça parce qu'on ne connaît pas, on est en phase, la phase 4 des cliniques, c'est que ces enseignements ne peuvent être tirés qu'avec le temps. Il faut encore 2, 3 ans, 4 ans, 10 ans, etc. pour voir ce que ça va donner plus tard, combien de temps cette immunité va durer. Mais là, on n'en sait rien pour les franges de population normales qui n'ont pas de comorbidité, qui n'ont pas de déficit de l'immunité, qui ne sont pas âgés, etc. Parce que dans ces franges fragiles, dans ces catégories fragiles, on sait que leur immunité, elle est plus basse que celle des personnes normales. Donc ça, d'emblée, on peut déjà penser à la troisième dose, ça ne pose aucun problème. Mais les autres personnes normales, elles n'ont pas actuellement n'ont pas besoin de cette troisième dose. Oui. Professeur Mhaoui, justement, c'est tout ce flux, j'ai envie de dire, d'informations, des vérités et des contre-vérités, de la part de bouche de professeurs et de médecins aussi. Hein. On peut écouter deux discours complètement contradictoires de deux personnes, je veux dire, du domaine. Voilà, averties. Comment, aujourd'hui, peut-on arriver à convaincre la population? C'est une des causes de cette réticence, ne pensez-vous pas? Bon, effectivement, la contradiction et cette épidémiologie prédictive, où largement les experts à l'échelle mondiale se sont trompés sur pas mal de choses, il faut le dire clairement, ou même les plateaux, même si on parle, vous avez dit que, vous avez entendu le contraire de ce qu'a dit M. Zanahadji, regardez les plateaux à l'échelle mondiale, il y a une espèce de contradiction, de bataille d'informations entre les sudistes, les nordistes, ceux du sud, ceux du nord. Non mais c'est vrai ce que je dis, effectivement, parce que personne ne détient la vérité. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. On ne sait pas qu'il y allait y avoir les mutants. On ne savait pas qu'il allait y avoir le... Oui, mais les coronavirus, ce n'est pas... Voilà, on connaît quand même ces virus. On a toujours su que ce sont des virus, par exemple, qui se défendent en mutant. Ça ce sont des vérités qui existent depuis longtemps. Ce n'est pas nouveau. Il y a des milliers de mutations. Parmi les mutations, il y a des variants qui émergent. Et là, on entend parler de ce variant mu qui vient de Colombie. Revenons à l'adhésion. Comment gagner en adhésion? À mon avis, ça, on laisse ce discours aux experts, aux chercheurs, aux scientifiques. Ah, c'est ce qu'on fait, professeur. Oui, mais moi, en tant que citoyen, on me dit que votre fils doit être vacciné par la rougeole, je lui fais le vaccin. Est-ce que quelqu'un a déjà parlé du type de vaccin pour la rougeole ou du type de vaccin d'étécoque ou... Personne. Même le vaccin contre la grippe qui revient chaque année, il n'y a aucune problématique qui n'a été posée sur ce vaccin. Les gens ne savent même pas qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin et les gens adhèrent. Donc il faut banaliser déjà, ce vaccin. C'est pas un vaccin et comme on oublie un peu que la vaccination est une arme de la santé publique. C'est ça, vous pensez qu'on oublie un peu que la vaccination a quand même ses lettres, j'ai envie de dire, ses lettres de noblesse. Elle a sauvé le monde. Faut-il le rappeler de plusieurs maladies? Mais je peux vous dire, un virus, soit il est combattu par une immunité acquise parce qu'on est tombé malade, soit il est combattu par un vaccin qui a été élaboré contre ce virus, soit il s'en va tout seul. On n'est pas dans les premières et deuxièmes configurations, on est dans la configuration vaccinale. Et maintenant, se posent les questions, est-ce qu'il faut vacciner? C'est légitime, professeur Mhaoui. Non, c'est légitime de se poser des questions. C'est tout à fait légitime. Mais je pense... La population d'aujourd'hui, ce n'est pas la même population d'il y a 20 ans ou 30 ans. Les gens ne sont pas les mêmes, le monde évolue. Mais quand même, je pense qu'il faut faire confiance à ces scientifiques, à ces chercheurs. Si on est là justement aujourd'hui, c'est pour amener les gens à vous faire confiance, professeur Mhaoui.
Voilà, et quand, nous, on les soigne à l'hôpital. Quand on vient se faire opérer ou se faire soigner à l'hôpital, personne ne me pose la question, qu'est-ce que vous mettez dans votre perfusion? Est-ce que vous utilisez une céphalosporine première génération ou une antibiotique de deuxième génération ou un anesthésique local importé ou... Non, il faudra peut-être... Donc, il faut quand même faire confiance, écouter et suivre, je veux dire, la sécurité, la sécurité sanitaire, Si vous permettez, justement, peut-être l'enjeu est de rappeler aux gens que la vaccination est une véritable arme de santé publique, tout simplement. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est ça qui est problématique avec l'adhésion, c'est qu'on a affaire à un vaccin. Bon, c'est un médicament, certes pas anodin, mais c'est un médicament. C'est toujours en termes quand il y a un nouveau produit. Là, c'est un nouveau vaccin. Quand vous avez un médicament qui est prescrit par un médecin parce que vous êtes malade, vous achetez vos médicaments, vous ouvrez les boîtes, vous lisez les notices, etc. Vous êtes malade, vous allez lire les effets secondaires. Il y a ces effets secondaires qui sont décrits, qui sont même très graves, absolument, etc., de telle catégorie. Ça a une chance sur 100, l'autre, etc. Donc, mais on l'arrête, le traitement, quand ça ne va pas. Mais c'est que vous prenez votre traitement parce que vous êtes malade. Là, le vaccin, vous vous adressez à des gens qui ne sont pas malades. Vous allez leur donner un produit qui peut avoir des effets secondaires comme les autres médicaments. Donc, quelqu'un qui est sain, qui n'est pas malade... Oui, il va se dire, mais pourquoi je vais prendre ces risques alors que je ne suis pas malade? Vous voyez un peu. Alors qu'en prenant un médicament classique, même si vous voyez qu'il y a des effets secondaires, et souvent vous les avez pas, parce qu'on est obligé de prendre toutes les précautions de les décrire. Donc la problématique, en fait, là, c'est une question de culture, et c'est ça l'imaginaire humain. L'humain, il réagit de cette façon. Peut-être aussi, si vous permettez, professeur Senhadji, j'ai envie de m'attarder un peu sur cette question de vaccination. Peut-être aussi parce qu'avec le vaccin anti-Covid, ce n'est pas le même schéma qu'on a vu avec d'autres maladies qui sont complètement éradiquées grâce à la vaccination. C'est-à-dire, d'abord, on est convaincu qu'on n'arrivera jamais à éradiquer le coronavirus. On sait très bien qu'on n'arrivera pas à l'éradiquer complètement. Ça, c'est un premier point. Et puis peut-être le deuxième point également, c'est le fait de devoir refaire à chaque fois une vaccination. C'est-à-dire, ce n'est pas comme ça a été le cas pour la poliomyélite, ce n'est pas le cas de la variole, c'est très différent. C'est ça aussi peut-être la problématique aujourd'hui. Oui, de toute façon... Refaire des doses jusqu'à quand? Là, on n'en sait rien, donc il faudrait encore attendre donc cette phase 4, celle de l'observation, et parce que l'immunité n'a pas été explorée complètement. Ce qu'on parle de l'immunité collective, c'est le dosage des anticorps, tout simplement. Mais il y a autre chose plus que les anticorps, qui est l'immunité cellulaire, la mémoire immunitaire. C'est ça qui en fait, qui va protéger, qui va garder en mémoire la rencontre d'un virus ou d'un vaccin, et qui va vous protéger et qui va réagir à chaque fois où le virus revient et vous infecte. Parce que vous avez des cellules mémoire, et cette immunité, elle est surtout effectuée, explorée par des laboratoires spécialisés. Ce ne sont pas tous les laboratoires qui peuvent... Ce qu'on appelle les P3, ou... c'est ça très... Voilà, donc... et c'est ça qui pose problème. Vous disiez... parce que j'ai perdu... Je disais alors qu'il y avait deux points. Peut-être le fait de ne pas pouvoir éradiquer le vaccin, le virus, pardon. Et le deuxième point, c'était le fait aussi de devoir faire des doses... On ne sait pas combien de doses on va devoir faire. Ça on ne le sait pas. Mais l'immunité collective ne sera pas atteinte en tant qu'on n'a pas vacciné toute la Terre. Oui. Parce que vous avez beau vacciner, s'il reste des pays qui sont... Ça va revenir. Et cette immunité collective, on ne l'atteindra. Elle sera bien sûr relative, elle sera il y aura des baisses, il y aura des vagues beaucoup moins agressives, etc. Mais on ne l'atteindra dans l'absolu que lorsque la quasi-totalité des habitants de la Terre
sans vaccinés. Sans vacciner. Aujourd'hui, justement, on implique le médecin de quartier, le pharmacien de quartier. À quel point cela pourrait justement rétablir ce rapport de confiance ? Effectivement, parce qu'on sait que au niveau des officines de pharmacie, il y en a 12 000 ou un peu plus dans toute l'Algérie, c'est la proximité. Ils font de l'éducation sanitaire, ils font des gestes dans les vaccins, etc. Et ils ont été impliqués, ils étaient heureux d'être impliqués. Et ça commence à prendre. Et même les médecins privés, dans les cabinets privés, ils ont eu l'autorisation de vacciner dans leurs cabinets privés. Donc tout endroit ou toute ressources qui pourraient éventuellement additionner, comme on l'a dit tout à l'heure, additionner les uns avec les autres, ça pourrait. Et les pharmaciens de quartier, ils sont très très proches, ils ont leur clientèle. Ils se connaissent, voilà. Ils peuvent appeler les gens, ils peuvent sensibiliser, ils font un travail extraordinaire de proximité. En plus, je les salue, en plus de leur charge, parce que là, actuellement, ils ont une charge très importante en donnant des médicaments. Il y a eu une adhésion totale de la part du corps, justement, des pharmaciens. Honnêtement, et ça a fait plaisir que les pharmaciens se mettent malgré les conditions draconiennes, où il faut réellement sécuriser, ramener les doses, contrôler la tension artérielle, etc. Et ça a été fait. Donc, ce qui fait que tout est en train d'être utilisé pour essayer... Il faut saisir l'occasion, justement. Voilà. Il ne faut pas rater l'occasion de se faire vacciner. Oui, voilà. Oui. Alors, aujourd'hui, on a 2 ans à peu près, peut-être un peu moins en Algérie, 2 ans qu'on coexiste ou qu'on cohabite avec le virus. Encore une fois, peut-être pour rester dans l'idée de est-ce qu'on doit faire peur ou pas, est-ce que finalement aujourd'hui on dit que c'est une maladie agressive, la Covid ? C'est une tueuse ? Est-ce qu'on peut le dire finalement ? Écoutez, vous avez qu'à voir le nombre de centaines de millions de personnes dans le monde qui ont été atteints, le nombre de décès. 4 500 000 à peu près. 4 500 000 décès, vous voyez, vous ne savez pas ce que c'est. Nous, on a 5 600 décès. Et donc, honnêtement, faire le vaccin, il faut mieux avoir peur de mourir qu'avoir peur d'un vaccin. Et à la limite, c'est clair que le choix est vite fait. Et les gens se sont précipités lors de la 3e vague. Ils voyaient les gens tomber comme des mouches autour d'eux. Et c'est vrai, je veux dire que dans les quartiers, on voyait, c'était la panique générale et les gens ne pensaient qu'à aller se faire vacciner. Je pense qu'on doit continuer dans cette dynamique pour aller se faire vacciner et vraiment lancer cette course contre le virus pour se vacciner au maximum. Et je vous l'ai dit au départ, elle a repris, mon ami Kamal, il a repris que la vaccination est planétaire. Si toute la planète n'est pas vaccinée, ça ne veut absolument rien dire. Donc c'est pour ça qu'il faut une équité vaccinale, une équité de... Il faut qu'on se vaccine tous en même temps. Il faut que tout le monde... Voilà. Il est clair qu'il faut tous qu'on se vaccine en même temps. Regardez ce qui se passe, on parle, je veux faire tel vaccin pour voyager, est-ce que je peux aller dans tel pays ou dans d'autres pays, etc. Il commence à y avoir des réticences, etc. Donc réellement, la vaccination est là, il faut en profiter, ne pas rater l'occasion de se faire vacciner. Le comité scientifique débattait justement il y a quelque temps, je pense, de la problématique de la vaccination des enfants et des femmes, enceintes. Est-ce que c'est envisageable ? Bien sûr. Dans tous les pays du monde, le collège américain et le collège français autorisent la vaccination. C'est eux, avec leur ARN messager, ils autorisent... Moins de 12 ans, c'est ça chez nous aussi ? Moins de 12 ans, pas encore. Mais chez nous, c'est jusqu'à quel âge ? Non, nous, c'est plus de 18 ans. Oui, mais on n'a pas encore statué. On discute de quel âge ? De 12 à 18. D'accord. Pour le moment. On discute de 12 à 18, parce que toutes les études à l'échelle mondiale prouvent que l'intérêt à vacciner un enfant, c'est un intérêt plus collectif qu'individuel. Absolument. C'est plus les autres qui ont... On va dire que les enfants ne font pas vraiment des formes graves. Voilà. Le taux d'hospitalisation est très faible, le taux de décès est très faible, mais quand même, ils peuvent contaminer. Reste, la femme allaitante, c'est clair qu'il faut la vacciner, la femme gestante, il faut la vacciner, l'enfant de 12 à 18 ans... La femme enceinte, c'est à partir de 3 mois Non, c'est à partir du premier trimestre. Maintenant, c'est à partir du premier trimestre. Il s'est avéré, regardez, les choses ont évolué. Au départ, on disait qu'il n'y avait pas d'infection, de passage, etc., transplacentaire. Là, les choses ont changé. Et on remarque actuellement qu'il y a beaucoup de prématurés. Le nombre de prématurés qu'il y avait en une année, en un semestre, il a été bouclé. Ça veut dire que la Covid fait quand même des dégâts chez la femme enceinte. Donc, les choses vont avancer rapidement et des décisions vont être prises rapidement. Et concernant, bien entendu, le choix du vaccin à utiliser, c'est pas n'importe quel vaccin qui peut être utilisé chez la femme enceinte. Et cela veut dire... Professeur Nadji, sur la même question, oui. Femme enceinte, puisqu'apparemment on parle de prématurés, dans le cas justement des femmes enceintes atteintes de Covid, et des enfants.
et des enfants. C'est important, il faudrait l'envisager. Bien sûr, c'est important et comment dirais-je, et par voie de conséquence, ce n'est plus 20 millions de personnes vaccinées, c'est beaucoup plus. Parce que ça, c'est la population cible, hein, les 20 millions. Oui, cible, mais cible parce que c'est pour atteindre l'immunité, collective avec le virus classique. Maintenant, avec le Delta, il a un taux de reproduction de 8, c'est comme la varicelle, là. Donc, si vous faites le calcul, ce n'est plus 70%. Il va falloir vacciner plus de 80-90% peut-être de la population. On ne va pas vacciner 20 millions de personnes, mais on va vacciner plus de 35 millions de personnes. Professeur Mahiaoui, justement, pour rester un peu sur le même ordre d'idée, 70% de l'ensemble de la population, c'est l'objectif des autorités. C'est faisable d'ici la fin de l'année? Pourquoi pas? S'il y a l'adhésion, si on atteint les 260 000 ou des 300 000 ou un peu plus, et tout le monde s'y met, toutes les entreprises, toutes les écoles, tous les centres de santé, toutes les UDS dans les centres de formation, pourquoi pas? C'est une question de volonté, de moyens. Si vous avez les vaccins en nombre suffisant, je pense que c'est pas mission impossible. C'est possible qu'en fin d'année, on puisse atteindre éventuellement ce chiffre. Donc, à mon avis, c'est une question de volonté, une question d'adhésion et de volonté et de moyens. Si j'ai les moyens, il ne faut surtout pas que je perde ces moyens-là. Je les utilise rapidement. C'est une course contre la montre. S'il faut ouvrir les centres de santé tous les jours, mais y compris les week-ends et les jours fériés, il faut le faire. Et il faut une adhésion totale, bien entendu, de la population. Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers la coercition si l'adhésion n'est pas là? Je ne sais pas, au plan éthique et moral, si on peut éventuellement aller vers ça. Exiger un pass sanitaire, éventuellement. Je ne sais pas si, au plan éthique et moral, on pourrait obliger quelqu'un à se faire vacciner. Je pense qu'aucun pays au monde ne va le faire ni le fera. Oh, si, c'est un peu fait en Europe. C'est contourné, mais ça existe, le pass sanitaire. C'est un peu contourné, voilà. Essayer d'utiliser les vrais mots. En Italie aussi, avec le personnel médical. Oui, mais au plan éthique et moral, on ne peut pas obliger quelqu'un à s'injecter Ça, c'est une pandémie. Professeur Mahiaoui, c'est un contexte un peu particulier. Alors, justement, pour rester un peu, parce que c'est pratiquement la fin de cette émission, on conclut. Alors, on va vers... alors, à partir d'aujourd'hui, justement, le confinement est allégé, les salles de sport sont ouvertes, on va vers une rentrée sociale et scolaire. Comment doit-on se préparer? Il y a aussi des élections qui sont en vue. On craint un peu la prochaine vague. Comment éviter qu'elle soit virulente? Écoutez, on ne peut pas être devin, mais c'est sûr que déjà le minimum, c'est de respecter tout ce qui a été édicté, tout ce qui a été conseillé par rapport aux mesures du protocole sanitaire. Ça, c'est indéniable. Et puis, il va falloir accélérer la vaccination. Et la montée, si on vaccine à 200 000 par jour, en un trimestre, on peut effectivement finir les 20 millions. Mais ce sera au moins 200 000 par jour. Si vous faites le calcul, en 90 jours, 3 mois, on peut atteindre ce niveau. Oui, professeur Mahiaoui, pour terminer, on conclut avec vous. Terminons sur une note d'optimisme. Nous comptons sur l'adhésion de tous. Et ce n'est que du bon sens. Encore une fois, on a plus peur d'attraper le virus, de rentrer à l'hôpital, de ne pas trouver lit, de ne pas trouver d'oxygène et de mourir que de se vacciner. Honnêtement, je pense que le message du jour, c'est là. En attendant l'immunité collective, il faut bien entendu revenir sur cette mobilisation quasi générale de tous les secteurs. Et c'est bien. Parce qu'il y a une espèce d'adhésion et de solidarité gouvernementale entre tous les ministres, tous les secteurs qui sont capables d'amener quelque chose, un plus. Je dirais 200 000, c'est un chiffre excellent. Et si on peut vacciner plus, pourquoi pas? Plus on vaccine, plus on arrivera à l'immunité collective. Et je pense qu'en attendant, continuons à respecter les règles barrières, même s'il y a une quatrième vague, même s'il y a une recrudescence. Si on est protégé et plus ou moins vacciné, je pense qu'on va s'en sortir. Oui. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci à vous de nous prêter attention. Alors, le mot d'ordre, faites-vous vacciner. C'est un choix de vie. N'oubliez pas surtout que la vaccination a toujours été une arme indéniable de la santé publique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.